Mexico, plus de 20 millions d'habitants. C'est l'une des plus fortes densités de population au monde. Située à plus de 2200 mètres d'altitude, la capitale mexicaine est aussi l'une des plus polluées de la planète. Des taux de criminalité records. Bref, à y regarder de plus près, la ville est loin d'être un havre de paix. Une situation connue et reconnue au plus haut sommet de l'État. En revanche, depuis de nombreuses années, un autre fléau ronge cette 12e puissance mondiale. À l'image de Mexico, le pays souffre. Cette calamité passée sous silence, c'est ce climat qui devient fou. Mais depuis le dernier sommet de Copenhague en décembre 2009, le ministre de l'Environnement, Juan Rafael Quesada, ne cache plus ses inquiétudes. Le Mexique est un pays extrêmement vulnérable au changement climatique. Au nord, nous souffrons de sécheresse. Nous savons que dans 20 ou 30 ans, une grande partie de notre production de maïs ne sera plus possible. Au centre du pays, nous souffrons d'averses, d'orages et de glissements de terrain. Et le sud n'est pas épargné non plus, avec les inondations et les éboulements. On a déjà subi les lourdes conséquences d'ouragans du côté de l'Atlantique, mais aussi du Pacifique. Ces ouragans, surtout sur la zone caribéenne de Cancún, ont augmenté en intensité et en fréquence. Chaque année, on a de plus en plus d'ouragans et de plus en plus de dégâts. Nous sommes un pays vraiment vulnérable au changement climatique. Un discours qui semble à la mesure de l'enjeu. Mais cette prise de conscience paraît bien tardive. L'une des initiatives de ce gouvernement a été d'expliquer aux gens ce qu'est le changement climatique et comment il nous affecte. Une sensibilisation essentielle, mais ne faut-il pas un plan d'action immédiat? Surtout quand on évoque ces chiffres. Le Mexique compte 107 millions d'habitants, 7 fois plus qu'au début du XXe siècle. À ce rythme-là, pour les experts du climat, ce sont au moins 40 millions de Mexicains qui pourraient être affectés par les changements climatiques avant la fin du siècle. Notre voyage commence ici, dans l'état du Tabasco, au sud du golfe du Mexique. But de la première étape, Sanchez Magallanes. C'est Lilia Gama qui veut absolument nous emmener dans ce charmant village, situé les pieds dans l'eau. Mais il ne s'agit pas de faire du tourisme. Cette biologiste tente depuis des années de comprendre les phénomènes qui accélèrent l'érosion côtière. Pas besoin d'aller bien loin, sur la route, les signes sont déjà visibles. On est arrivé à El Alacrán. Le chauffeur va faire demi-tour. Nous n'irons pas plus loin. La route s'est effondrée, emportée par la mer. Partout ici, il y avait une route côtière qui arrivait jusqu'à la municipalité de Paraíso. Cette route, elle n'existe plus. On voit ici clairement comment la mer a emporté la route. Maintenant, si quelqu'un veut circuler, il doit passer sur des terrains privés. La violence des dernières tempêtes a emporté des kilomètres de bitume. Tous les villages situés au-delà de cette route se trouvent pris au piège. Soit ils tentent un gincana entre les trous béants et les ornières, soit comme nous, ils font un détour de près de 4 heures. Nous arrivons enfin dans cette commune de 15 000 habitants, coincée entre la lagune d'un côté et l'océan de l'autre. En descendant sur la plage, Lilia Gama est prudente. La zone est instable, dangereuse à certains endroits. Depuis sa dernière visite, rien n'a changé. La plage n'est plus qu'un immense champ de ruines.
Avant, la mer était plus loin, à 40 ou 50 mètres. Elle a avancé continuellement jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de vivre ici. C'est l'exemple d'un village côtier dans le Tabasco où l'on peut voir les effets de l'érosion côtière et l'importance qu'a l'action de la mer sur les infrastructures. En moyenne, la mer avance ici de 8 mètres par an. La preuve, avec cette photo, c'est l'ancien bar de la plage. Elle a été prise en 2008. 2 ans après, l'avancée de la mer est considérable. À la prochaine tempête, le bâtiment va s'écrouler. La région du Tabasco est située sur un delta. Ici, sur la zone littorale, la terre s'enfonce lentement. Faiblement sédimentée, elle est encore plus vulnérable à l'assaut répété des vagues. Ici, la terre s'affaisse, donc l'érosion s'accélère beaucoup plus. Mais on est vraiment en présence de multiples facteurs. Les courants marins, les pluies torrentielles, combinées en hiver avec des vents très puissants, emportent beaucoup de sable et détruisent la côte. Leur impact est vraiment important sur cette zone. Ici, c'est la côte. Là, c'est la mer qui arrive petit à petit. Derrière, on a la lagune sur toute cette partie. Et le village est juste ici. Les destructions sont très fortes ici, tout le long, car c'est une série de lagunes. Toute cette zone est très menacée et Sánchez Magallanes est juste là, située entre une zone très étroite entre la lagune et la mer. Prise en étau, cette longue bande de terre est en sursis. Une question de temps. Et Sánchez Magallanes ne sera pas le seul village condamné à court terme. Si l'on se réfère aux prévisions des experts internationaux, c'est toute la côte du Tabasco qui pourrait être submergée par l'océan. On s'attend à une élévation du niveau de la mer de 60 cm pour la fin du siècle. Et si l'on se base sur ces estimations, alors la mer engloutirait toutes les côtes du Tabasco. Nous pensons que d'ici 10 ans, les changements vont être encore plus radicaux sur cette zone. À l'appui de sa réflexion, cette scientifique rappelle la violence du dernier coup de vent. C'était en janvier 2010. Ce n'était pour elle qu'un ultime avertissement. En moins d'une journée, les températures chutent de plus de 20 degrés. Une première dans cette région, le thermomètre descend jusqu'à 7 degrés. À Sánchez Magallanes, depuis 10 ans, 500 personnes ont déjà perdu leur maison. Paulina vit ici depuis 20 ans. Sa famille est aujourd'hui en première ligne. Regarde tout ça. Tu vois là-bas, c'était une école primaire. Et maintenant, il n'y a plus rien. La mer a déjà tout emporté. Ça, ce sont les restes des maisons dévastées. La mer a déjà avalé pas mal de maisons. C'est arrivé quand? C'est arrivé il y a 2 mois, avec le vent du nord qui a dévasté tout ça. Tout ça a été emporté il y a 2 mois. Et avant, il y a eu d'autres coups de vent. En 10 ans, la mer a submergé toutes les maisons qui étaient juste devant celle-ci, celle de Paulina. J'essaie de consolider les parois avec des coquilles d'huîtres. Voilà, on fait des barrages d'huîtres, comme ça, quand la mer s'approche, elle ne frappe pas trop la maison. Elle reste plus loin et ne cause pas trop d'effondrement. Mais vous n'avez pas peur de rester là? Bien sûr, j'ai peur de rester ici, mais où veux-tu qu'on aille? On n'a nulle part où aller. Cette maison, c'est tout ce que j'ai avec mes enfants. Cela fait des années que les autorités parlent de nous reloger. Mais en attendant, la mer continue d'avaler la plage. Tout ça va disparaître et personne ne vient nous reloger. Nous, on doit chercher seul un nouveau logement pour nos enfants. Ici, personne ne vient nous aider, personne. Des rires d'enfants qui ne peuvent dissimuler le danger et l'angoisse d'une mère. Le long de cette côte du Mexique, plus rien ne résiste à l'assaut de la mer. Déjà une centaine de kilomètres de côte ont été touchés.
Les coquilles d'huîtres de Paulina seraient ridicules si elles ne représentaient pas le dernier espoir d'une famille complètement désemparée. Alors, comment dans ces conditions lutter contre cette avancée inexorable des eaux du Golfe? Comment lutter alors que les experts ne voient plus d'alternative? Il y a quelques années, on a fait venir des ingénieurs hollandais. Nous savions qu'ils pouvaient gérer ce type de problème, arrêter la mer. Mais toutes les solutions techniques et les infrastructures sont trop chères pour nous. Ce ne serait pas viable d'y investir autant. En fait, maintenant, la seule solution, c'est de faire comprendre aux gens les risques qu'ils prennent en restant ici et faire en sorte qu'ils partent pour un autre lieu. Livrés à eux-mêmes, les habitants ne savent plus à qui se vouer. Même le maire de leur village a quitté les lieux. Il vit aujourd'hui à une centaine de kilomètres d'ici. Au Tabasco, la mer pourrait pénétrer jusqu'à 40 km à l'intérieur des terres d'ici la fin du siècle. Prévision certes pessimiste, mais vu l'aggravation de la situation, le pire scénario est toujours possible. Certains ont d'ores et déjà décidé de fuir, plus loin. Ils partent à Villahermosa, la capitale régionale. Les uns après les autres, ils viennent s'entasser dans les faubourgs de cette ville de 650 000 habitants. Ce poumon économique de l'État n'est pas non plus à l'abri des caprices du climat. Ici, l'ennemi ce n'est plus la mer, mais les deux fleuves qui traversent Villahermosa. Octobre 2007, des pluies torrentielles s'abattent sur l'État du Tabasco. Dans les prochaines heures, un courant d'air froid va traverser notre État, provoquant de fortes vagues, des pluies intenses et des vents de 80 à 100 km/h. Cela nous pousse à décréter l'état d'urgence dans le Tabasco. Le cyclone Noël dévaste 80% du territoire. Les eaux du fleuve débordent de partout. Villahermosa est inondée. 2 mètres par endroit. Dans l'état du Tabasco, 1,5 million de personnes sont sinistrées. En une journée, il tombe l'équivalent d'1 mois de précipitations, soit 30 cm d'eau par mètre carré. La situation s'aggrave, c'est de plus en plus critique. On est obligé de prendre des mesures plus importantes. On donne l'ordre à présent d'évacuer tout le monde. Les dégâts sont considérables. Il y aurait plus de 300 disparus. Information impossible à vérifier, les autorités refusent de donner le moindre bilan humain. Ces pluies diluviennes rappellent cruellement à la population que leur territoire n'est qu'un immense marécage, qu'il est des plus fragiles. Une situation d'autant plus critique que cet État reçoit à lui seul près de 30% des pluies du Mexique. Bureau régional de la Conagua. C'est une administration qui regroupe des experts météo, des climatologues et des ingénieurs en hydrologie. Ici, on tente de mieux appréhender cette situation. C'est une priorité. D'année en année, de plus en plus souvent, entre 30 000 et 100 000 personnes se retrouveront dans l'eau. Ils seront victimes des nouvelles crues parce qu'ils habitent sur des zones inondables. Une catastrophe encore plus grave que ce qui vient de nous arriver pourrait nous frapper, avec des dégâts encore plus importants. Et la population voudrait déjà qu'on lui donne l'assurance qu'elle ne sera plus inondée. Mais on ne peut pas sauver tout le Tabasco. Comment limiter les risques ? Comment canaliser cette eau, véritable calamité pour une population qui ne cesse d'augmenter? Dans l'urgence, le gouvernement mexicain a lancé la construction de ce mur qui longe le fleuve Grijalva. Un projet démarré en 2007. 37 km de béton répartis sur les deux rives. Coût de l'opération, des dizaines de millions d'euros. Pour mener à bien ce chantier, il faut détruire une partie de la ville, notamment un quartier populaire. Gilberto Segovia nous y emmène.
Le quartier de Casablanca, c'est un cas difficile. On est en train de construire ce mur au bord du fleuve. Mais ici, il n'y a plus assez de place pour le construire. On doit donc démolir des maisons et reloger les gens. Le problème, c'est qu'il y a des habitants qui vivent ici depuis plus de 50, 60 ans. Ils y sont très attachés, donc c'est compliqué pour eux de partir. Le quartier de Casablanca, le voici. Il a été inondé en 2007, en 2008 et encore en 2009. Il porte toujours les stigmates de ces inondations. Les sacs de sable sont toujours là. L'eau est montée jusqu'au premier étage? Oh oui, facile, elle est montée jusqu'au premier étage. Le problème, c'est que pour la construction du mur que l'on a vu le long des quais de Villahermosa, ici il n'y a plus de place. Si on le bâtit trop près du fleuve, il tombe. Le gouvernement a donc engagé un processus de relogement. Des maisons ont déjà été détruites, mais il reste encore des personnes qui s'accrochent à leurs maisons. Ils ne veulent pas partir car ils habitent ici depuis longtemps. Souvent aussi, ils travaillent dans le coin. Pour eux, ce déplacement forcé est vécu comme une agression. Petrona Diaz vit recluse dans sa petite baraque du bord du fleuve. À chaque orage, elle revoit les images de son quartier sous les eaux. On n'avait jamais vécu ce type d'inondation. L'eau n'était pas arrivée jusque-là. Il y avait des crues, mais ça montait jusqu'à là-bas, pas jusqu'à ma maison. Et cette fois-là, c'est monté jusqu'ici. Vous avez peur? Oui, parce que j'habite avec mon père, qui est une personne âgée. Et nous, ici, quand on a dû partir, on a dû demander de l'aide à nos familles pour pouvoir se réfugier ailleurs. Petrona Cruz habite ici depuis 45 ans, toute une vie. À l'époque, le quartier n'était pas classé en zone inondable. Mais avec la multiplication des pluies torrentielles, les autorités ont décidé de transférer tous les habitants. Petrona accepte, mais elle ne veut pas partir, à n'importe quel prix. Le gouvernement a dit que personne ne partirait sans nouvelle maison, qu'on aurait de bonnes indemnités et que l'on serait tous bien relogés. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'elle le veuille ou non, Petrona devra quitter sa baraque. Et dans ce quartier, il ne sera plus toléré le moindre squatteur. Pour poursuivre la construction du mur, les procédures d'expropriation ont été lancées. Mais déjà des voix s'élèvent contre ce mur, qualifié par certains de mur de la honte. Pour d'autres, ce mur est tout simplement ridicule. Il n'a aucune chance de résister aux prochaines crues du fleuve. Des crues qui, dans les années qui viennent, devraient s'intensifier et se multiplier. Gerardo Ferreira, expert météo, en est convaincu. D'autant que pour lui, les causes de ces inondations sont multiples. L'homme et l'État voisin du Chiapas ne sont pas exempts de tout reproche. À partir de 1970, il y a eu un grand mouvement de déforestation dans les hauteurs du Tabasco et les montagnes du Chiapas voisin. En détruisant la couverture végétale, les coulées de boue sont devenues plus difficiles à contrôler. Pour nous, c'est une des raisons de l'aggravation des dégâts causés par les inondations que nous avons dans la région. La situation dans le Tabasco a-t-elle été aggravée par la déforestation du Chiapas voisin? Nous décidons de nous y rendre. Bienvenue au Chiapas, la terre des merveilles de la nature. C'est vrai, sur notre trajet, les paysages semblent préservés. À première vue, les massifs forestiers paraissent intacts. Mais la réalité est différente. En 1972, le gouvernement crée la Commission nationale du déboisement. Objectif, convertir la forêt en terre agricole. La déforestation est en marche. Les cultures remplacent les arbres. En 2010, ici, à peine un tiers de la forêt originelle a survécu. Au Tabasco voisin, à peine 4%. Les arbres abattus, les sols pelés, plus rien n'arrête les précipitations et les coulées de boue. Milton Pérez est le président de l'association des civiculteurs de la région de Mototzintla.
Il est conscient des ravages causés par la déforestation. Le vrai coupable, c'est l'homme. C'est-à-dire moi, lui, eux. C'est ce qu'on a fait. On est coupable de ne pas s'être suffisamment occupé de la forêt. Du haut de la montagne, Milton observe les dégâts. Des terres pelées par des habitants démunis. Ces zones ne sont pas faites pour la culture du maïs. Mais ça, les gens ne l'ont pas compris. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas de quoi vivre. Et c'est pour ça qu'ils cultivent le maïs. Avec ses dizaines de volontaires, Milton s'est donné pour objectif de replanter 15 000 hectares d'arbres dans la région. Une tâche énorme, car les moyens manquent. Pourtant, il y a urgence. Si un ouragan passe, comme en 2005, rien n'arrêtera sa violence. D'ailleurs, quand l'ouragan Stan a frappé la région de Mototzintle en 2005, les habitants étaient pris au piège. Emilio Galvez travaille au ministère des Affaires sociales. Il était présent lors du drame. Mototzintle a été durement touché. Les bassins ont débordé, les ruisseaux sont sortis de leur lit et ça a carrément créé un fleuve ici. De ce côté, il y avait des maisons et tout a été détruit. On a dû reloger tous les gens qui vivaient aux alentours et dont les maisons ont été détruites. Tout ça, c'était le fleuve, un fleuve énorme. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu un fleuve ici. Pendant 3 jours, des tonnes et des tonnes d'eau détruisent tout sur leur passage. Rien ne résiste à la violence des flots. Oui, nous avons eu des morts, des gens enterrés vivants dans des hameaux proches d'ici. Ça a été très grave. Désormais, ce n'est plus pareil. Les gens vivent dans l'angoisse. Dès qu'il se met à pleuvoir, ils ont peur de ce qui va se passer, même si maintenant, on tente de mieux les informer. Mieux les informer et mieux les protéger. La preuve, ce mur construit sur les 2 rives, 5 km de long, 20 mètres de haut, sur 6 mètres de large. La rivière, à sec 3 mois de l'année, est au fond d'une vallée. Ce mur a de quoi rassurer a priori la population. Mais le danger demeure. Aujourd'hui, Emilio Galvez est chargé par le gouvernement de la politique de relogement des sinistrés. Ces milliers de familles qui ont perdu leur maison lors du passage de l'ouragan. C'est l'État qui prend en charge ces maisons. Dans l'urgence, 4 lotissements comme celui-ci ont été construits loin du lit de la rivière. Installés plus haut dans la montagne, aujourd'hui 3000 sinistrés sur les 20 000 que compte la ville ont emménagé dans ces nouvelles maisons. Emilio Galvez nous présente l'un d'entre eux. C'est votre nouvelle maison ? Oui, c'est ma nouvelle maison, celle qu'on nous a donnée. Avant, vous viviez à côté du fleuve ? Oui, moi je vivais à côté du fleuve. Et comment avez-vous vécu l'ouragan ? En fait, moi je ne pensais vraiment pas que Stan allait passer par ici. Je croyais que ma maison était suffisamment en hauteur et puis le niveau du fleuve s'est mis à monter, à monter, à monter jusqu'à envahir ma maison. On ne peut pas lutter contre le climat, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on doit juste le remercier d'être encore en vie. Pour être à l'abri, Mariano a accepté de vivre dans cette maison plus petite et qui prend l'eau de toutes parts. Il n'a pas eu le choix. Déçu, il profite de cette visite pour se plaindre de ses nouvelles conditions de vie. Ils nous ont donné cette maison, mais regarde comment c'est. Regarde dans quel état est le sol. C'est une véritable passoire. Il ne manquerait plus que l'herbe y pousse. J'ai été obligé de faire les travaux tout seul.
de refaire des chambres là-bas. C'est pour ça que maintenant, on n'a plus confiance. Regarde l'humidité. Pendant la période des pluies, ça prend l'eau de partout. Ici, on a eu un problème avec les constructeurs. Le gouvernement a payé pour que les travaux soient bien faits, mais les entrepreneurs ont été mauvais. C'est à cause d'eux que les gens se plaignent, mais le gouvernement a payé pour des logements dignes de ce nom. Oui, mais personne n'a veillé sur les travaux, ni sur l'administration. C'était pas du bon boulot. Ici, au Chiapas, les gens ont émigré vers les États-Unis. Ils ne sont pas les seuls au Mexique. Mais après l'ouragan, c'est vrai, ici, d'autres gens ont fui. Le problème aussi, c'est que plus personne ne veut travailler la terre. C'est trop difficile. Ils préfèrent partir aux États-Unis et abandonner les terres. Chaque année, dans le Chiapas, près de 60 000 personnes quittent leur terre natale pour les bidonvilles de Mexico ou pour l'Eldorado américain. Et pour cause, le Chiapas est l'État le plus pauvre du Mexique. Jusqu'en 2000, les 2 tiers de la population n'avaient ni eau courante, ni électricité. Les revenus agricoles ne suffisent plus à nourrir une famille. Alexandro Aguilar a lui choisi de rester. Président de la coopérative régionale de café, il reconnaît qu'il a déjà été tenté par l'exil, surtout les jours qui ont suivi le passage de l'ouragan Stan. Une situation critique car ici le climat perturbe de plus en plus la production de ses adhérents. La coopérative a mis en place un programme de sensibilisation aux effets du réchauffement climatique. On a créé une campagne sur les changements climatiques pour que les producteurs comprennent ce qui se passe. Qu'ils comprennent pour quelles raisons leurs plantations sont affectées par ces changements. Voilà, on a fait des affiches comme celle-là et ensuite on les diffuse pour que les gens soient informés. Le café de la coopérative est l'un des meilleurs au monde, du pur Arabica. 35% de la production mexicaine vient de cette région. Mais demain, avec les pluies diluviennes, les inondations et les sécheresses plus fréquentes, qu'en sera-t-il de cette fierté nationale? Que deviendront les 45 000 hectares de plants de café du Chiapas? Ce sol est déjà dur. Cela veut dire que le climat est très sec. Forcément, ça contrarie le développement normal de la plante. On a mis en place des terrasses pour retenir l'eau. Mais à cause des températures trop élevées, la terre reste quand même sèche. La alta temperatura mantiene seco. Toutes les plantes devraient être comme celle-ci. Mais sur les autres, les grains sont tout petits. Là aussi, on a très peu de café. En 10 ans, la production de café au Chiapas a diminué de 15%. La sécheresse fait des ravages dans les plantations, mais aussi chez les producteurs et leurs ouvriers. Le réchauffement climatique provoque des pertes financières très importantes. Cela affecte tout notre entourage. Là, on parle d'abord des répercussions sur la production, mais il y a aussi des conséquences sur la vie de tous les membres de la famille. Si l'on ne produit pas assez, on a peur de perdre nos revenus et de perdre nos moyens de subsistance. Ici, on vit du café. Si l'on n'a pas les conditions climatiques pour que le café se développe, nous avons peur de devoir quitter notre village. Peur d'arriver sur des terres qui ne sont pas les nôtres. Peur de ne pas arriver à vivre ailleurs. Et nous avons peur aussi parce qu'on a le sentiment que notre famille et notre culture vont disparaître.
Comme un prélude à ce qui pourrait se généraliser dans la région, Alexandro tient à nous montrer ses anciennes fincas. Des exploitations caféières aujourd'hui abandonnées par leurs producteurs. Des propriétés fantômes. À quelques kilomètres de là, la ligne de train qu'empruntaient tous les candidats à l'exil a disparu. Les migrants doivent désormais parcourir près de 300 km à pied vers le nord du Chiapas. La gare est située dans la ville d'Arriaga. Ici, il existe un refuge pas comme les autres, l'auberge de la Miséricorde. Elle est tenue par le père Ayman Vasquez. Depuis 2004, elle accueille des centaines d'exilés. Il ne s'agit pas de Mexicains, mais d'ouvriers ou de paysans d'Amérique centrale. Ce refuge, c'est un moment de repos pour ces hommes ou ces femmes en route pour les États-Unis. Marvin Palacio est arrivé ici il y a 2 jours. Ce jeune agriculteur de 36 ans a fui le Nicaragua. Avant, on était habitué à avoir un bon rendement. Mais avec les années, la situation a changé. C'est aggravé à cause des températures. Les pluies ont inondé nos plantations. Quand il ne pleut pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de soleil. Les températures sont passées de 25 à 45 degrés. Alors on doit quitter nos foyers et on perd nos maisons. Cela nous pousse à partir. Moi j'ai une femme et des enfants et ils me demandent à manger. Moi j'ai pas de travail. On est obligé d'émigrer et c'est la foi qui nous aide. L'amour que l'on porte à nos familles, à notre femme, à nos enfants. Je pense à eux quand je n'ai plus la force d'affronter cela. Ce que je souhaite le plus, c'est d'arriver sain et sauf et que tout se passe bien pour pouvoir revoir un jour ma femme et mes enfants. Je sais à quel point je leur manque. Ils doivent être en train de souffrir parce qu'au moment où je vous parle, ils ne savent même pas où je suis. Ils ne savent pas comment ça se passe pour moi, si je mange à ma faim et même si je suis encore vivant. Mais j'ai foi en Dieu et j'espère arriver à aller là-bas. Marvin, comme ses compagnons d'infortune, attend ici le train qui le conduira d'abord à Mexico. Puis avec un peu de chance, il atteindra les États-Unis. Le train Arriaga, il n'y en a qu'un seul, qui part quand il peut. Pour ne pas le rater, les candidats à l'exil dorment sur les voies de chemin de fer. Ensuite, c'est plus d'1 mois de voyage dans le meilleur des cas. 3700 km de train et d'enfer, avec au bout Tijuana, la porte des États-Unis. Le train traversera Mexico, où ils ne descendront pas, mais où l'on s'intéresse pourtant à eux. Carlos Gay Garcia est géophysicien à l'Université de Mexico. Coordinateur du GIEC pour l'Amérique latine, c'est lui qui mène les études sur les changements climatiques. La migration dans les campagnes mexicaines et celle des pays limitrophes inquiète le scientifique. Dans nos champs, apparemment, ce sont les jeunes qui émigrent, tous ceux qui sont en état de travailler. Alors forcément, il ne reste que des vieillards, des femmes et des enfants. Le problème au Mexique, c'est qu'il est très difficile de distinguer la migration liée au changement climatique de la migration économique. Pour tenter de le vérifier, nous partons dans l'état du Morelos, à 2 heures au sud de Mexico. Ursula Oswald est anthropologue. Elle étudie les conséquences de la migration dans les communautés rurales, dans ces communes qui sont particulièrement affectées par la désertification. Nous sommes dans la commune de San Lorenzo. Elle nous conduit ici chez Don Valentin, un agriculteur autrefois prospère. En quelques années, les sécheresses à répétition ont rendu ces terres arides et improductives. Esto es ya roca. Ya, ¿verdad? Ya roca.
Ce n'est que de la roche. C'est tout ce qui reste de matière organique, moins d'1 millimètre, c'est-à-dire rien. Ce n'est plus que du sable. Oui, plus rien ne pousse ici. C'est dramatique, non? Ce sont des sols très fragiles, donc quand il y a une sécheresse, la couche organique est si mince qu'elle est vite détruite. Alors si en plus ils utilisent des fertilisants, avec une crue, toute la matière organique s'en va et les terres s'érodent. C'est évident, les saisons sont plus extrêmes ici. Par exemple, la période de sécheresse est maintenant beaucoup plus dure. On a aussi des vagues de froid que nous n'avions pas auparavant. En février, on a eu des pluies inhabituelles, très intenses dans la ville de Mexico et ici aussi. En fait, il n'y a rien pour les aider. C'est la combinaison de facteurs naturels, mais aussi de l'action de l'homme qui nous a conduit à l'appauvrissement de ces sols. C'est ce que nous appelons la perte de la sécurité des sols. Les cactus ont remplacé les plants de maïs. Malgré tous ses efforts, les sols de sa ferme ne produisent plus rien, dont Valentin a tout perdu. Son exploitation n'est plus qu'un lointain souvenir. Avant, on avait un ranch, là-bas près de l'arbre. Mon père avait l'habitude de traire les vaches. On avait ce ranch, et la terre était fertile. À l'époque, on pouvait nourrir facilement le bétail. Ici, on ne peut même plus faire pousser de maïs. Autrefois, on pouvait cultiver des champs de fourrage pour le bétail. Mais c'est devenu impossible. On a dû abandonner l'élevage. Il n'y a plus rien à faire ici. Que veux-tu faire pousser sur une terre comme celle-là? Voilà, c'est pour ça qu'on la laisse dans cet état. Des terres abandonnées par les hommes. En 2009, les paysans du Morelos ont connu leur pire sécheresse en 40 ans. Ils ont perdu la moitié de leur production. C'est triste de voir tout ça. C'est sûr, vous devez vous demander ce que vous allez pouvoir laisser à vos enfants. Eh oui. Les enfants de Don Valentin se sont déjà fait une raison. Ils ont quitté le village pour partir plus loin. On ne peut plus vivre ici. Les hommes doivent partir ailleurs, chercher de quoi vivre. Vos enfants sont tous partis? Oui. Où ça? Ils sont aux États-Unis ou à Mexico. On a reçu des aides un temps, mais on ne nous donne plus rien. Le gouvernement ne nous aide plus. Qui sait comment on en est arrivé là? On n'a même plus de quoi faire paître le bétail. Sous un soleil de plomb, le village vit au ralenti. Don Valentin est l'un des derniers hommes à être resté à San Lorenzo. Il ne reste plus que des enfants, des vieillards et des femmes de plus en plus seules. Ursula Oswald vient ici plusieurs fois par an recueillir les témoignages de ses épouses délaissées. Elle a découvert cette situation dans les années 90. Elle était alors ministre de l'Environnement de l'État du Morelos. Depuis la fin de son mandat, San Lorenzo a changé. Les hommes sont partis, victimes des aléas climatiques. C'est une communauté qui a beaucoup souffert du manque d'eau. Le manque d'eau et le manque de productivité des sols ont forcé beaucoup de personnes à immigrer. Souvent, les femmes se retrouvent seules ici avec les enfants et tentent de survivre. Certains hommes, quand ils partent vers le nord, ils décident de ne plus revenir. Ils laissent femmes et enfants. Nous souffrons beaucoup. Certains nous envoient de l'argent, d'autres n'envoient même pas un peso. On se retrouve alors dans une situation pire encore.
Je connais une femme qui a attendu des nouvelles de son mari pendant 1 an, et puis finalement, elle a trouvé un autre homme. Et vos enfants sont tous restés ou ils sont partis? Non, ils sont partis. Et depuis quand ils sont partis? Il y en a un, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. L'autre, ça fait 6 ans, et puis un autre... Enfin, ils sont partis quasiment tous en même temps. Et ils sont où? Aux États-Unis. Et ils vous envoient de l'argent? Non. Ils ont leur femme là-bas. Bon, parfois ils m'en ont envoyé, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Le problème, c'est que là-bas aussi, ils n'ont pas forcément du travail. Des familles déchirées. L'exil des hommes du village n'a apporté que des malheurs et aucune solution. Ces femmes sont face à plusieurs dilemmes. Parmi les solutions, aucune n'est en fait satisfaisante. Tout est problématique. Partir est un problème, rester est un problème. Que le mari parte en est un aussi. En fait, entre tout ça, elles doivent choisir ce qu'il y a de moins pire. Et vous ne pensez pas partir là-bas, rejoindre vos enfants? Non. Pourquoi? C'est aussi dur là-bas qu'ici. Et qu'est-ce qu'on y ferait? Et puis, il y a les dangers du voyage aussi. Quand les hommes partent, on s'en remet à Dieu. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais il y a tellement de morts. Les femmes de San Lorenzo paraissent résignées. Elles ne veulent pas quitter leur village. Il leur est impossible aujourd'hui de retrouver leur mari. C'est trop risqué. Nous partons à Tijuana, terminus du train des candidats à l'exil. C'est par là que certains hommes de San Lorenzo sont passés. Tous ont tenté leur chance. Pour parvenir à San Diego, aux États-Unis, ils doivent franchir ce mur. Un mur constellé de centaines de croix blanches. Des croix qui leur rappellent que chaque année, au péril de leur vie, près de 500 000 personnes essaient de franchir clandestinement cette frontière. Ici, le mur ne protège pas des inondations. Il tue. Bienvenue à Tijuana, la ville frontière la plus fréquentée du monde. Chaque jour, 700 000 personnes se rendent en toute légalité de l'autre côté du mur, aux États-Unis. Ces voyageurs n'ont pas un regard pour cette dizaine d'autobus qui raccompagnent les clandestins qui ont échoué dans leur tentative. Ils sont escortés par une société privée financée par la police américaine. Roberto vient d'être expulsé. Ce paysan arrivait du centre du Mexique. Je travaillais dans les champs. Je travaillais à Guanajuato. Et la vie était dure là-bas? Et je gagnais peu là-bas, le salaire était dérisoire. Et vous faisiez quoi exactement? Je récoltais des poivrons ou des tomates. Et là, vous allez essayer de passer de nouveau? Je vais essayer de passer encore une fois. Plutôt morts que pauvres. Voilà ce qui les motive tous à franchir cette frontière. Roberto, comme tous les expulsés, est recueilli par le groupe Beta. Ces hommes appartiennent au service d'immigration mexicain. Fondé en 1990 à Tijuana, ces groupes viennent en aide aux migrants dans les zones sensibles du pays. Une soupe, quelques mots de réconfort, ces fonctionnaires aident les migrants qui le souhaitent à retourner chez eux. Mario Lopez est policier fédéral. En 1991, il décide de rejoindre les groupes Beta par conviction. Comme tous les jours, il part en patrouille le long du mur. Ce mur, érigé en 1994 par les Américains, il le connaît bien. C'est le plus ancien agent en exercice. Pendant longtemps, Tijuana a été le principal point de passage des migrants. Il y avait des groupes de gens dans tous les coins. Il y en avait ici en haut, et puis aussi là-bas en bas, où il y a les canalisations qui débouchent de l'autre côté. Sur toute cette partie-là, mais aussi ici en bas dans le canyon de Matadero, beaucoup de migrants se retrouvaient là et attendaient le bon moment pour traverser.
Ce matin, c'est sur la plage de Tijuana que Mario Lopez tient à nous emmener. C'est là où le passage paraît le plus facile, là où l'Eldorado américain est à portée de vue. À travers le mur, la ville de San Diego, comme un mirage. On passe entre les poteaux et on est tout de suite aux États-Unis. Mais le problème, c'est d'y arriver. Juste derrière cette barrière, il y a ce rêve que caressent des centaines de milliers de migrants. Mais combien d'entre eux ont réussi? Combien d'entre eux sont morts? Ces croix suspendues, ce sont les familles des disparus qui les ont accrochées. Autant de croix et autant de vies brisées. Mario Lopez, l'ancien policier, leur rend hommage à chaque fois qu'il s'approche de ce mur. Ce qui m'est arrivé de plus triste, c'est dans le désert là-bas. 2 personnes, 2 migrants que l'on voulait sauver sont morts dans mes bras. 2 personas, 2 migrantes que fueron rescatados, murieron en los brazos, murieron. Se siente impotencia. C'est triste de se sentir impuissant comme ça, de ne rien pouvoir faire de plus et de voir ces migrants mourir dans ses bras. Alors vous voyez ces croix, elles sont pour eux. Officiellement, depuis 1995, plus de 5000 personnes sont mortes au pied de ce mur. Pour Amnesty International, elles seraient 3 fois plus nombreuses. Un mur qui s'étire comme un serpent depuis l'océan jusqu'aux montagnes de San Isidro. En fait, un double mur de 40 km de béton et de ferraille, de barbelés et de projecteurs, de caméras infrarouges et de détecteurs de présence. Ce clip a été réalisé par les forces américaines. Démonstration de force. À certains endroits, le mur est infranchissable. Les gardes frontières sont partout. De 400 gardes en 1924, année de sa création, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 à surveiller la frontière avec le Mexique. Depuis quelques années, la politique d'immigration américaine s'est durcie. Ici, dans cette zone, il n'y a pas de mur. Et la frontière est à environ 500 mètres de là, en suivant le canyon. Les migrants tentent leur chance ici, à travers les montagnes et le désert, là où le mur n'existe plus, mais où d'autres dangers les attendent. Je regarde s'il y a des empreintes fraîches pour voir si des gens sont passés cette nuit ou au petit matin. Ça fait partie du travail, vérifier toutes les zones. On s'assure qu'aucun migrant ne s'est blessé en courant, en tombant dans la nuit, ou bien en glissant sur des pierres. Parce que ça arrive souvent, vous savez. C'est ici que les candidats à l'exil franchissent la frontière. Les traces de leur passage sont nombreuses. La route à certains endroits a été balisée, à d'autres, jonché de canettes. Ça, c'est le chemin, la montagne puis le canyon. Ils viennent depuis la route là-bas et ils marchent pour arriver jusqu'ici. Ensuite, ils traversent la rivière et ils continuent. Après la rivière, il faut encore escalader cette montagne. 20 heures de marche. Mais tout ça n'est rien au regard de ce qui les attend, de l'autre côté de la frontière, du côté américain. Trahis par les passeurs, pourchassés par les gardes frontières, pour beaucoup de clandestins, le voyage s'arrête ici, entre montagne et désert.
Ce qui est terrible, c'est qu'ils sont obligés de passer de cette façon, dans des zones très dangereuses, parce que ce sont des gens non solvables, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils le font parce qu'ils ne peuvent plus cultiver leurs terres, parce qu'ils se sont endettés pour leurs terres, parce qu'ils ont perdu leur récolte à cause de l'eau ou des sécheresses, ou bien parce qu'il n'y a plus de travail. Il y a 1000 raisons pour eux d'essayer de passer. Cet après-midi, dans les montagnes de San Isidro, Mario ne remarque rien. Tout paraît calme. Les candidats préfèrent attendre la nuit pour tenter leur chance vers les États-Unis. Les mesures de protection américaines, aussi sophistiquées soient-elles, ne dissuaderont pas ces candidats à l'exil, prêts à risquer leur vie pour une part de rêve américain, car ils n'ont pas d'autre choix. Dans les années à venir, les changements climatiques pourraient aggraver au Mexique une situation déjà critique. Le président mexicain Felipe Calderón s'est donné pour objectif de réduire de 50% d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre de son pays. D'ici là, combien de croix se seront accrochées au mur de Tijuana ?